Cette vidéo démarre exactement là où chaque nouvelle journée prend son envol, à l'intérieur de notre maison familiale. Et si cela concerne spécifiquement une voiture qui est soit électrique ou bien hybride, de façon idéale, équipée avec une solution très pratique et facile de recharge à domicile. Dans le pire des cas, à une borne de recharge urbaine, car pour beaucoup qui ne peuvent pas charger à domicile, c'est la seule option restante. Il est déjà louable que des personnes qui ne peuvent pas charger chez elles conduisent un véhicule électrique, car tu dépends de nombreuses choses pour lesquelles, selon moi, il existe une solution, et cette solution est là. Quels sont ces problèmes que l'on peut rencontrer? Bornes de recharge bloquées, d'autres chargent là. Vous avez une taxe de blocage, devez sortir à nouveau la nuit, toutes sortes de caprices comme ça. Le chargement s'interrompt, vous voulez partir en vacances le lendemain matin. J'ai déjà vu ça chez des spectateurs, et puis tu n'as que 20%. C'est un peu fou, non? Ensuite, il y a les hybrides rechargeables. Le diable aux yeux des adeptes de l'électrique. Mais ce n'est peut-être pas aussi insensé que vous le pensez. Ici, voici la Toyota Prius que j'ai testée. Était très bon, mais je vais maintenant vous montrer la prochaine étape du plug-in hybride et je ne le testerai vraiment pas et ne le montrerai pas et vous verrez, à juste titre, faire l'éloge si je ne pensais pas que ceci est l'alternative parfaite que cette voiture offre à tous ceux qui ne peuvent pas conduire électrique à cause d'un démarrage, pas d'infrastructure, d'une mauvaise infrastructure ou qui ne veulent pas conduire électrique. Peu importe lequel entre eux deux, vraiment. Dès qu'on les place délicatement dans l'intérieur de cette voiture, on peut déjà considérer que nous avons gagné. Sur le plan environnemental. Parce qu'avec cette voiture, tu peux conduire en mode électrique, du moins c'est ce que promet sa fiche technique, assez longtemps pour te balader pendant des jours. Content de ne pas devoir brancher ton auto chaque soir à la borne, surtout en ville, puisque la batterie se vide vraiment vite. Je vous montre en détail la Volkswagen Passat en version hybride rechargeable, selon moi le plus moderne des hybrides rechargeables qui existent, avec des chiffres qui vont vraiment vous impressionner. Même les puristes de la voiture électrique, qui d'habitude n'aiment pas les hybrides rechargeables, diront « oui d'accord, si ce n'est pas entièrement électrique, alors ça ». Car le client particulier qui achète aujourd'hui cette voiture spécifique choisira sinon le diesel ou bien encore la voiture à essence pure et non pas forcément la voiture électrique. Et c'est pourquoi c'est la meilleure alternative. Je veux vous la montrer, y compris les conseils d'achat, comme je le fais toujours. Cela signifie que vous allez obtenir ici la critique la plus extrêmement détaillée et la plus complètement exhaustive de cette voiture, de la VW Passat Plug-in Hybrid en version familiale Break. Abonnez-vous à la chaîne, cela me ferait plaisir. Et si vous dites finalement, pour moi c'est l'électrique, sur Evio vous trouverez des offres spéciales et plus de 8000 véhicules électriques préparés pour vous, sans plug-in hybride. C'est pourquoi je vous montre cette vidéo, pour ne rien manquer. Donc bienvenue chez Carmen, ici on clique, on commence. Autrefois, la voiture, c'est encore la voiture aujourd'hui, si nous examinons les chiffres que cette voiture réalise. Mais comme je viens de le dire, je viens de l'annoncer, je suis excité car superbe résultat, je suis ravi. Je ne suis pas fan de VW, mais j'ai un T7 en version hybride rechargeable. Je suis tellement grand fan que je pense sérieusement à passer du modèle T7 à la classe F de Mercedes depuis mon premier essai. Je change toujours de marque de voiture en fonction de ce qui me convient le mieux personnellement. Pas de fidélité à une marque, si je conduis une Mercedes, BMW, VW, Porsche, peu importe. Ce qui est le meilleur, c'est ce que je conduis. Mais voici un bref résumé pour que vous regardiez la voiture. Je parle des hybrides refusant de promouvoir les moteurs à combustion. Mais certains d'entre vous regardent cette vidéo, un test très détaillé vous attend ici. Et ils veulent aussi des conseils d'achat. Donc je veux m'adresser à eux deux. Vous qu'intéressez ce qu'offre une telle voiture et ceux voulant l'acheter, juste rapidement, simplement comme un résumé pour que vous sachiez à quoi vous attendre. Alors oui, il ressemble beaucoup au ID.7 Tourer que nous venions de présenter à Majorque. Le EQ-Lite est évidemment disponible ici aussi. C'est un Matrix LED sensationnellement efficace que j'utilise également avec grand plaisir sur le T7 et qui fonctionne très bien. Ici, la charge est devant. Nous y reviendrons plus tard, juste à l'avant gauche. Ici le R, car c'est une version Airline, c'est un blanc nacré que nous voyons là. On arrive directement à l'arrière, si vous voulez. Francesco m'a bien demandé de ne pas passer par là, mais vous savez à quel point je respecte ce genre de choses que je dois me rappeler. L'arrière ressemble beaucoup à celui de l'ID.7. Seuls les connaisseurs remarquent que ce n'est pas le cas, ou les gens qui savent lire. Sinon, c'est vraiment un beau design. Donc VW s'est vraiment amélioré dans ce domaine. C'est quand même toujours un VW, donc typiquement une voiture de représentant, mais c'est vraiment très élégant. En termes de coffre, le Passat met généralement le ID.7 Tourer dans sa poche. Il a 610 litres de volume de coffre, le Passat.
Mais si tu le prends comme hybride rechargeable, tu as bien sûr quelques restrictions à cause du gros accumulateur haute tension, dont nous parlerons de la taille, doit être placé quelque part, évidemment. Et même ainsi, ce n'est pas petit. Regardez, alors la surface est la même, mais pas la profondeur. C'est 510 litres et ça peut monter à plus de 1700 litres si on rabat la banquette arrière. C'est pourquoi la Passat est populaire, car elle offre simplement beaucoup d'espace. J'ai aussi laissé le bazar à l'intérieur pour que vous voyez comment tout ce truc se répartit ici. On peut aussi rabattre la banquette arrière avec des leviers qui se replient très élégamment et ne tombent pas comme un bûcheron ivre, mais juste descend de manière élégante, et puis tu as ici suffisamment d'espace pour vraiment t'éclater. Une chose importante, encore une fois, c'est le véhicule hybride rechargeable ou le moteur à combustion, mais c'est en quelque sorte l'effet collatéral positif du moteur à combustion dans le véhicule hybride, le poids de remorquage. Chez les modèles Volkswagen ID, il faut déjà la traction intégrale pour 1,4 tonnes de capacité de remorquage. Si tu ne l'as pas, tu n'as que 1,2 tonnes de capacité de remorquage. Ici, chez ce collègue, c'est 2 tonnes. Et oui, donc ceux qui veulent tirer, c'est presque inévitable, et puis tu tires ici aussi, et tu n'es pas autant limité en autonomie comme avec une voiture électrique. Cela peut être également une alternative pour ceux qui n'ont pas ce problème de recharge, où je parcours de longues distances, mais je tire quelque chose et je ne veux pas devoir m'arrêter après 200 km. Ici aussi, tu consommes plus. Tu le vois juste bien plus tard, car au lieu de 800 km, tu as seulement 600 d'autonomie, mais même pas aussi extrême que pour une électrique. Donc, comme je l'ai dit, 2 tonnes de capacité de remorquage, c'est vraiment impressionnant. Pour les prix, on en parle dans la vidéo, tant à dire sur cette technologie hybride rechargeable. Et là, il y a des choses à savoir, comme quand le moteur à combustion s'active, c'est nocif, et ainsi de suite. En longueur, cette voiture mesure 4,91 mètres, avec un empattement de 2,84 mètres. Vous n'avez pas vraiment besoin de savoir plus que ça. Je pense que la longueur est le plus important pour le garage standard allemand de 5 mètres. Donc ça rentre encore. Mais vous ne pourrez plus mettre un vélo devant. Mais il rentre encore. Bien, alors nous allons maintenant entrer à Munich. On va le conduire jusqu'à ce qu'il soit à sec. Et à la fin, je vais vous bombarder de chiffres qui, je pense, même si vous êtes de vrais passionnés de voitures électriques, même si vous ne l'admettez pas, vont vous impressionner. Au moins, ce que dirait devant l'ordinateur. Si pas à voix, va impressionner. Venez avec moi. Salut beau garçon, tu peux venir? Je voulais montrer l'intérieur. Ah, l'intérieur, oui, exactement. C'est vraiment très bien que tu aies fait attention. Alors, l'intérieur sur compte pour acheteur. Je ne veux pas cacher ça, après tout, suis une chaîne d'essai auto. Alors, nous avons ici un matériel doux en haut, du velours. Une belle garniture ici, pas du laqué piano, mais plutôt plus ludique. Même l'appui-coude est doux, il était même très doux. Mais en bas, nous avons le plastique dur obligatoirement désagréable. Alors ici, vous voyez, les sièges, ce sont, en effet, oui. C'est un mélange raffiné de tissus de haute qualité et de cuir partiel, très confortable. Combinaison en simili-cuir ici avec le R de Airline inclus. En fait, ça rappelle beaucoup l'intérieur de l'ID7, en regardant cet énorme écran central. Cependant, il y a une chose qui ne l'est pas, et ça, je l'apprécie vraiment dans la Passat. Je prendrai immédiatement le volant de la Passat pour éviter ces maudites touches tactiles des modèles ZD qui me poussent au bord de la folie. Ces touches dans le T7 sont plus faciles à utiliser. Tu ne peux pas te tromper ici. Tu sens précisément ce que tu presses et tu n'as pas besoin de regarder et de swiper. Tu appuies simplement. C'est juste haptique. Point final, terminé. Alors, bien sûr, une chose pour laquelle la Passat s'est toujours classée extrêmement positive. Il s'agit simplement de l'espace à l'arrière. Donc voilà, c'est l'espace derrière moi. Regardez, je vais m'asseoir ici. Regardez combien d'espace il y a ici. Alors, c'est un point et même plus. Alors, il y a énormément de place ici, même en hauteur, malgré une très bonne valeur de CX. On y reviendra plus tard dans la vidéo. J'ai presque un point d'espace au-dessus. Alors, que souhaites-tu de plus précisément? En termes d'espace, cela fonctionne vraiment très bien, effectivement, comme remplacement pour le SUV. Car les SUV n'ont pas forcément beaucoup plus de volume de coffre, ni plus d'espace pour les jambes. Ils consomment juste plus, parce qu'ils sont construits plus haut. Alors celui-ci, il y a toujours le Tigane avec la même motorisation. Je ne choisirais en fait jamais le Tigane, mais plutôt celui-ci, car le Tigane est un peu comme un Touareg prétentieux. Ce Passat, comme toujours, a franchement un look bien plus élégant, à mes yeux. D'accord, pouvons-nous partir maintenant ou ai-je oublié quelque chose encore? Bien sûr, un placement de produit ou quelque chose? Peut-être plus tard? Peut-être après? On sait que le tournage est fini. Non, pas le Juice Booster. Allons-y parce que c'est une belle peinture blanche et le printemps arrive. Queasy Carmagnac.
Pour nettoyer cette voiture, elle mérite vraiment d'être nettoyée. Tu peux certes l'emmener au lavage automatique. Heureusement, ici, tu as relativement peu de surface en lac piano qui, comme tu sais, peuvent être très rayées par le lavage auto. Donc, tu peux y aller, tu ne verras pas de traces. Surtout pas sur du blanc. Mais si tu aimes vraiment ta voiture, alors tu la laves à la main. Dry Wash Wonder est le mot-clé. Pour l'intérieur, surtout dans Famille, Kizika Maniac 3 en un nettoyant. Vous trouverez tout en lien sous la vidéo. Et maintenant, on y va. C'est génial de pouvoir traverser Munich avec un moteur à combustion. Et cela, probablement plusieurs fois, sans jamais polluer l'environnement, une notion essentielle de nos jours. Vous savez, je suis totalement à fond pour les voitures électriques. Alors, on peut se demander pourquoi évoques-tu même un hybride rechargeable? Eh bien, parce que ce plug-in hybride, au final, ce que beaucoup disent être le pire des deux mondes, est selon moi le meilleur des deux mondes. Car, comme je l'ai dit dès le début, au final, c'est une victoire si ceux qui ne voudraient jamais conduire une électrique se mettent maintenant à conduire électrique. Ce serait vraiment idiot de ne pas le faire, à tous les niveaux. Sur le plan environnemental, peu importe ce que l'on croit, c'est un fait. Et évidemment aussi sur le plan monétaire. On va regarder ce que cela signifie réellement, au final, en argent pour 100 km avec cette consommation. Je suis également très curieux car je sais que les modèles ID, donc si nous parlons par exemple de l'ID.7, sont naturellement très efficaces en ville. Au fait, nous n'avons pas préconditionné la batterie. C'est un peu le pire des cas. Et dans un tel cas, il se pourrait même qu'il consomme un peu plus de cela. Et je suis curieux de savoir combien plus cela sera au final. Quelles sont les données du moteur de cette voiture maintenant? Alors nous sommes assis ici dans la version hybride rechargeable haut de gamme. Cela signifie que nous avons le moteur à combustion en plus d'un moteur électrique de 86 kW, ce qui nous donne un total de 200 kW, soit 272 chevaux. Vous pouvez aussi opter pour une version moins puissante. Cela a du sens si la puissance maximale sur l'autoroute ne vous intéresse pas vraiment, mais si vous voulez simplement conduire de manière économique. Car il a beaucoup moins de puissance, il a alors 150 kW, soit 204 chevaux, donc une performance moindre. Il passe de 0 à 100 en 8,5, 7,3 secondes. Donc il est plus raisonnable, il faut le dire à ce point. Ce sont les données essentielles, 19, qui, une fois combinées avec attention, révèlent une capacité de batterie nette de 19,7 kWh, ce qui est tout à fait notable. Brut, c'est 25 kWh. C'est assez important à savoir, car nous avons ici un tampon exceptionnellement grand pour une si petite batterie. Mais elle n'est pas petite, car elle est en fait grande pour un hybride rechargeable. Mais 20 à 25, c'est quand même assez grand pour la taille de la batterie. Pourquoi cela? C'est parce que nous voyons ici ces 5 barres. Et c'est prévu pour ce tampon, pour que lorsque vous serez à court d'énergie, ce qui arrive tôt ou tard, selon la manière dont vous conduisez, le conducteur doit toujours avoir la possibilité de booster, c'est-à-dire lors de manœuvres de dépassement, et vous êtes habitué au boost, c'est-à-dire le moteur à combustion en combinaison avec le moteur électrique. Vous devriez toujours avoir cette performance à laquelle vous êtes habitué et ne pas avoir l'air bête en plein dépassement. Et pour cela, vous avez, pour ainsi dire, ces 5 traits, donc 5 coups gratuits, avec lesquels vous avez toujours le boost électrique, même si la batterie est vide, car elle a encore une réserve de 5 kWh. Et 5 kWh, c'est déjà assez d'énergie pour que l'on ait, pour des accélérations brèves, encore assez de capacité. C'est bon à savoir, et même si on les épuise par divers freinages, que tu fais aussi sur la route nationale ou surtout sur l'autoroute, quand quelqu'un se rabat devant toi, quand tu freines à cause du chantier, alors, ça se recharge lentement et là, tu as à nouveau ce fantastique boost. Alors, la batterie ne se chargera pas de manière notable, mais ce boost, il te sera toujours à nouveau disponible. Système cool. Ce qu'ils ont désactivé ici, et je trouve ça plutôt bien, c'est la fonction de charge de la batterie. La génération précédente de plug-in hybride, comme dans notre T7 plug-in hybride, possède cette fonction. Cela signifie que tu peux charger la batterie via le moteur à combustion. C'est bien sûr un peu criminel et totalement à côté de la question, parce que, on pourrait dire, en tant que reproche, tu charges la batterie pour conduire électriquement si cela augmente la consommation d'essence.
J'ai évidemment déjà testé cela chez nous, naturellement, parce que je voulais simplement savoir pour la science combien cela consomme davantage. Cela représente facilement entre 2 à 4 litres de plus aux 100 km, selon la plage de régime moteur dans laquelle tu te trouves. Je tourne là dans la rue Maximilien, car parfois des gars chassent, photographient des voitures spéciales, là où sont tous ces magasins de luxe, cet étalage de richesse. Bulgari et Giorgio Armani, qu'avons-nous encore, mes amis Dior? Voyons donc si nous serons également repérés avec la toute nouvelle Passat. Et cette fonction, ils l'ont en quelque sorte supprimée. Mais à quoi servait-elle donc? En fait, cela avait encore un sens si tu conduis sur une autoroute, sur une longue distance, une très longue. Et à un moment donné, ta batterie est à plat. Alors, tu as l'avantage que dans les pays très chauds, 40-45 degrés, juste avant d'arriver à l'aire de repos, tu peux encore charger un peu grâce au moteur à combustion, pour pouvoir activer la climatisation stationnaire si tu voyages avec ta famille. Et ce n'est pas aussi mal que l'on pense. Si tu conduis avec le régulateur de vitesse à 140, l'effort du moteur à combustion est minime pour justement charger la batterie. Est-ce que tu ferais ça en ville maintenant, où nous roulons à un très bas régime? Avec un moteur à combustion, alors il doit essentiellement, ou plutôt nettement plus d'énergie dépensée pour charger la batterie. C'est idiot, pas ton but. Donc, je ne saisis pas le sens. L'important est de conduire électriquement en ville. Maintenant, je recharge avec le moteur à combustion. Pour cela, et pour que la famille ne fonde pas comme un chocolat suisse sur la banquette arrière, tu actives alors la climatisation à l'arrêt. Et pour cela, tu précharges la batterie. Le rayon est très intéressant pour cette automobile. Ici, nous avons un véhicule de 4,91, vraiment pas si petit. Assez maniable, donc pour la taille, c'est certain. Nous n'avons pas de direction intégrale, ni d'essieu arrière directeur ou quoi que ce soit du genre. On n'a pas réussi ici, mais il manquait d'espace. Mais on a fait une bonne impression, juste pour le mentionner en passant. Alors, le concept de l'hybride rechargeable est bien réfléchi. Comme dit, on a supprimé cette fonction de pouvoir charger. On peut uniquement maintenir, donc, le fait de garder le niveau de charge signifie essentiellement que lorsque tu conduis sur l'autoroute, tu ne veux absolument pas qu'il finisse par consommer toute la batterie. Il ne le fait pas, roule avec un moteur à combustion. Oui, marcher dans la rue, téléphone à la main, cela peut laisser des traces sur la voiture. D'ailleurs, non repéré par les chasseurs de voitures, je le vois. Les gars ne sont pas là non plus. Une fois, avec l'Alpin, quand j'étais avec Céleste, ils étaient ici au coin et l'ont photographié. Oui, donc revenons au sujet. Voilà donc les données. Comme je l'ai dit, le plus petit est définitivement plus raisonnable. Passons aussi au prix. C'est également un aspect que je souhaite mentionner, particulièrement en lien avec la voiture électrique, où l'on dit toujours qu'elles sont si chères, particulièrement aussi pour l'ID7. Certes, il n'est pas bon marché, mais si nous prenons cette voiture comme équivalent, celui-ci coûte, donc le haut de gamme plug-in hybride en version Airline, comme celui-ci est, coûte à partir de 64 000, est déjà assez bien équipé. Tu peux encore l'augmenter jusqu'à 70, et alors tu seras à peu près au niveau de l'ID7. Si tu ne tiens pas compte maintenant de la capacité d'autonomie. En disant que tu es représentant et que tu dois beaucoup rouler sur autoroute, ou évidemment avec un ID7, contrairement à un tel, Passat, tu souffres alors. Tu atteins un point d'équilibre, la fonctionnalité est la même. Finalement, l'image ou la voiture. Donc, l'électrique n'est pas si significativement plus cher que la version à combustion de celle-ci. Le moins cher coûte 14 000 de moins. Donc, le petit hybride rechargeable est également plus raisonnable, parce que tu paies 50 000 € comme prix de base au lieu des 64 000. Alors ça, on le remarque vraiment. Au final, tu as même probablement une autonomie légèrement meilleure. Tu n'as juste pas cette accélération, mais 8,5 secondes, ce n'est pas non plus une tortue. Je trouve que ce n'est pas mal, c'est vraiment l'option la plus raisonnable. Le diesel, qui était au départ estimé à environ 54, s'avère après une vérification plus précise être en réalité 58. Le diesel haut de gamme commence à 58, si tu le configures, tu atteins facilement 65. Donc la différence avec un ID7 n'est pas si énorme. On oublie souvent que même les moteurs à combustion coûtent une fortune de nos jours. Une Passat tout équipée, 70 000 €. Donc ce n'est pas comme si celui-ci coûtait 50 et l'électrique 70. Maintenant, parlons aussi de la fonction à l'accélération. En dessous, une goupille de kickdown sous la pédale. Cela nous est familier avec de nombreuses voitures. Tu mets le pied à fond et puis encore un peu plus jusqu'au kickdown. Alors, il engage le moteur thermique comme soutien. Si tu ne dépasses pas ce point de kickdown, tu peux rester en mode électrique, que tu peux choisir ici avec le mode,
et là tu es en mode E. On peut le sélectionner ici en utilisant le bouton hybride, donc on a le choix entre hybride ou le mode E. Et en mode E, tu as vraiment juste l'électrique. Tu dois juste faire attention à ne pas aller au-delà du point de kickdown en accélérant, pour éviter que le moteur thermique ne se déclenche. Certains ont maintenant peur. C'était une raison pour laquelle nous avons laissé notre Q7 hybride rechargeable. Maintenant, l'espace était un point, parce que nous sommes trop nombreux en tant que famille. L'autre point, cependant, était que ma femme était toujours agacée du fait que chaque fois qu'elle devait accélérer dynamiquement quelque part, elle ne le voulait pas, parce que dès qu'elle accélérait, bien avant ce point de kickdown, le Q7 activait alors le moteur à combustion, et sur de courtes distances, il est toujours froid, parce que tu roules toujours en électrique. Et si tu l'actives seulement pour ces moments-là, alors tu frappes un moteur à combustion en plein visage, complètement à froid, ce qui n'est évidemment pas bien. Maintenant, pour le Passat, je me suis également renseigné sur ce sujet, si jamais tu le fais, parce que tu conduis en mode électrique sur la route de campagne et tu dois effectuer une manœuvre de dépassement. Cela pourrait être juste, j'ai besoin de toute la puissance du système, le moteur à combustion se met en marche, tu n'as pas à te faire trop de soucis parce que tous les roulements et toutes les composantes concernées sont revêtus en conséquence pour y résister. J'ai aussi demandé pourquoi la statistique des problèmes de moteur, en termes de retour des clients, indique qu'il y a eu des pannes. Et cela, en fait, n'a vraiment pas été observé ni remarqué dans la génération antérieure. Donc, il n'avait pas de plainte, et maintenant encore moins avec celle-ci, car comme je l'ai dit, elle est conçue pour que, de temps en temps, le moteur à combustion s'allume à froid. C'est également très important à savoir. Mais ici, ce n'est pas comme sur le Q7, tu as au moins jusqu'au point de kickdown. La puissance maximale, j'aimerais aussi l'essayer. Mais nous avons intelligemment garé derrière un camion ouvert, ce qui signifie que nous sommes dans de beaux draps. Ce que j'ai également remarqué, c'est que je conduis, nous passons de l'ouest de Munich à l'est de Munich. Urbain, et au début, quand j'avais encore une petite portion d'autoroute urbaine, où tu roules à 60, mais de manière constante, la batterie se vidait plus vite qu'actuellement, depuis que nous sommes complètement dans ce trafic typique des heures de pointe, arrêt et démarrage, parce que nous freinons constamment, et bien sûr, nous récupérons de l'énergie dans la batterie. Il est vraiment tout électrique finalement. Et depuis, il consomme moins, donc à chaque kilomètre que je parcours, l'indicateur de batterie diminue moins par rapport à avant, quand nous étions constamment 60 ou 70 sur la voie rapide urbaine. J'étais un peu choqué, je me suis dit que ça allait se vider rapidement, mais maintenant, c'est plutôt bien en fait. Voulons-nous jeter un œil à l'état intermédiaire ou est-ce que cela briserait la magie ? Donnez-moi un peu plus de temps. D'accord, c'est Francesco qui est responsable de l'absence de mise à jour sur la consommation maintenant. Tu peux maintenant regarder cette chaussure. Nous sommes encore à 80% de charge, donc même si nous ne... Consommation, nous disons au moins avec 80% de charge, 73 km. D'autonomie restante, c'est ce qui est affiché ici. Curieusement, j'ai vraiment voulu savoir combien exactement cette voiture charge dans la batterie. C'est perceptible avec une wallbox, là, pas de perte aussi élevée qu'avec une borne en continu. Et la voiture m'a été livrée complètement vide, car sur le trajet de Wolfsburg jusqu'ici, et aussi à cause de la vitesse, la batterie s'est finalement épuisée à un moment donné. Et c'était bien parce que maintenant, j'ai pu voir combien on peut réellement mettre dedans. Et c'était 22,7 kWh. Voici l'incrustation, j'ai filmé cela spécialement pour vous. Donc, 22,7 kWh ont été injectés dans la batterie. Cela signifie, nous avions encore 2,3 kWh dedans, ce tampon en quelque sorte. Cela veut dire, pour cette raison, avec cette voiture, tu démarres électriquement, tu te déplaces, même si la batterie est complètement à plat, ce tampon ne s'applique pas seulement à ces excès d'accélération que je vous ai mentionnés, mais aussi pour pouvoir partir tôt dans le quartier. Cela se passe un peu de cette manière pour moi, voyez-vous. J'ai une voisine qui se montre particulièrement sensible à tout ce qui touche de près l'acoustique, particulièrement quand il s'agit des enfants et de tout le reste qui accompagne. Et moi, je ne suis pas non plus quelqu'un qui veut forcément en rajouter, même si parfois c'est vraiment très exagéré, mais je ne suis pas de ceux qui aggravent la situation. J'essaie bien sûr d'être le plus calme possible. Je peux bien sûr le faire avec mes voitures électriques, partant souvent à 5 heures pour l'aéroport et glissant hors de la ville. La seule chose qu'elle peut entendre, c'est quand un caillou tombe du pneu sur l'asphalte. Et avec une voiture comme la Passat hybride rechargeable, tu as aussi cette fonction. Peu importe la faiblesse de ta batterie, tu as toujours cette réserve qui te permet de sortir complètement silencieusement de la résidence, du garage, peu importe.
Pas comme si un 2 litres à 4 cylindres était si incroyablement 1,5 litres. Il a 1,5 litres à 4 cylindres. Le 2 litres à 4 cylindres, c'est l'ancienne, je pense. Alors qu'il soit si extrêmement bruyant, comme si tu avais genre un Maserati 3200 GT démarre, mais c'est beaucoup plus calme et il roule aussi incroyablement tranquillement. Alors, c'est vraiment au niveau électrique, tu ne trouves pas? Alors, comment il conduit? C'est lié à la transmission, cela signifie qu'il change aussi de vitesse. Les vitesses. Mais tu n'as pas l'impression que c'est juste un petit moteur d'assistance. Mais j'ai l'impression d'être dans une électrique à part entière, dans cette gamme, donc dans ce domaine. Comme j'utilise la voiture maintenant, nous avons aussi la suspension adaptative DCC que j'ai également dans le T7, donc une suspension DCC que tu peux ajuster en douceur ou en dureté avec un tel régulateur. Je l'apprécie énormément dans le T7 car sur des autoroutes particulièrement mauvaises en Italie, à des vitesses plus élevées, donc 140, 150 régulateurs de vitesse, il amortit si bien que je remarque à peine une différence par rapport à l'EQV ou à la classe FI avec suspension pneumatique dans le T7, car c'est tellement harmonieux. Maintenant, nous avons aussi séparé la phase de compression et de détente. Cela signifie que lorsque tu rencontres quelques bosses, l'amortissement avant sophistiqué s'assure que, alors qu'il monterait normalement un peu plus, parce qu'un système d'amortissement normal laisse généralement de l'espace. Ça grince? Qu'est-ce qui grince ici? Vraiment? Il a grincé combien de fois? 2, 3 fois. On ne veut pas ça. Maintenant, ça suffit. Si la voiture se balançait ainsi à cause des irrégularités, un amortisseur normal permettrait de remonter. Celui-ci demeure alors en quelque sorte un peu plus rigide à l'avant, dans le but de justement éviter ce spécifique mouvement vertical de balancement. Et c'est aussi agréable, un tel châssis. Alors ne lésinez pas dessus si vous achetez une telle voiture, car cela augmente considérablement le confort. Surtout, c'est aussi une voiture familiale avec le grand coffre, avec beaucoup d'espace à l'arrière. Alors, vous voulez aussi avoir le confort approprié. Donc maintenant est le moment parfait pour tester l'accélération sans passer par ce... Oui, l'accélération est énorme. Alors, nous étions déjà à 50. Donc maintenant, on ne peut vraiment pas dire que c'est mou. Accélérer encore un peu. Tu dois toujours, comme je l'ai dit, avoir l'impression que le moteur à combustion n'entre pas en jeu. Tu peux vraiment changer de voie rapidement ici et tout. Ça marche plutôt bien. Nous avons ici, dans le GPS, pour en parler brièvement, pas aussi crucial que pour les véhicules entièrement électriques, mais quand même. Tu as l'avantage considérable avec cette voiture que tu peux charger à 11 kW en AC. Sans oublier que nous pouvons également charger en DC. On y reviendra. Et voici des bornes de recharge très pratiques, car si tu as un rendez-vous en ville en voiture, pourquoi ne pas recharger? Ici, une borne de recharge de 11 kW est libre. Ici est une borne de 22 kW, elle est libre. Celle-ci, par exemple, n'est pas libre, tu le vois tout de suite au point rouge. Je trouve ça bien que cela soit implémenté et qu'on puisse le voir aussi ad hoc sur la carte, car charger une voiture a du sens. Parce que chaque heure, donc une heure, où tu charges cette voiture sur une borne de 11 kW, tu as déjà la batterie à moitié pleine. Et dans le meilleur cas, cela te donne déjà une autonomie de 50 km en ville. C'est fantastique et génial, donc je recommande fortement et avec enthousiasme de le faire. Voilà pourquoi j'admire sa puissance de charge. Je suis frustré avec notre T7 hybride rechargeable, coûte nettement plus cher que celui-ci, car il ne peut charger qu'à 3,7 kW. Vraiment ridicule. Pour cette petite batterie de 10,4 kWh, il te faut 3,5 à 4 heures pour la recharger complètement. Parfois, j'oublie simplement de le charger parce qu'on décide spontanément et allons au zoo ou visitons le parc animalier de Powing. Et peu importe si je veux conduire uniquement en électrique ou en mode hybride rechargeable, c'est évidemment. Quand la batterie est pleine, tu as d'autant plus de marge, aussi bien pour l'autoroute que pour la ville. De garder ta consommation d'essence basse, parce que l'électrique aide toujours. Et souvent, il m'arrivait de réaliser seulement une demi-heure à l'avance. Mince, la voiture n'a plus que 10% de batterie. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas pu la recharger à fond. Ici, avec 11 kW, tu peux charger bien plus vite, évidemment. C'est pourquoi je dis le plug-in hybride le plus moderne de cette catégorie, parce que tu as la meilleure combinaison de une recharge assez rapide, une recharge d'essai rapide, et une batterie assez grande pour aussi ramener celui qui peut-être fait 40 km pour aller au travail et veut refaire ses 40 km pour rentrer.
peut charger le dispositif à sa propre maison, mais par exemple, jamais au travail. Et même si maintenant, quelqu'un ne peut pas charger non plus à la maison et se retrouve très souvent dans la situation où cette borne de recharge près de chez lui est alors bloquée, ou bien encore, quoi que ce soit d'autre qui pourrait survenir, alors même s'il parcourt la moitié de son objectif de distance de 10 000 km, soit 5 000 km par an, ou de 20 000 km, 10 000 km en électrique, eh bien là, nous avons déjà gagné. Ce n'est pas celui qui dit « j'allais presque acheter la ID.7, mais finalement je vais acheter la Passat hybride rechargeable », ça n'arrive pas. Celui-ci dit « est-ce que j'achète le diesel ou est-ce que je me fais une faveur en prenant l'hybride rechargeable ?» Et bien sûr, tu te fais une faveur, car après tout, tu peux conduire entièrement en électrique. Et c'est ce qui doit vraiment entrer dans la tête de ces éternels retardataires, que ce n'est pas la combinaison des deux, des pires, mondes, qui combinent véritablement le pire des deux mondes. Non, comment va le dicton par tous les saints, le pire des deux mondes. Exactement, c'est ça, mais c'est le meilleur des deux mondes. Et oui, tu traînes souvent le moteur à combustion. Mais encore une fois, qui achète cette voiture? Celui qui aurait conduit le diesel autrement. Il ne traîne pas seulement le diesel tout le temps, mais émet aussi la saleté constamment dans les embouteillages de l'heure de pointe, dans ce genre de trafic où tu démarres et freines sans cesse, où tu n'as pas l'avantage de la voiture électrique tout le temps à l'extérieur. Alors, comment cela peut-il être le pire des deux mondes? Ça, il faut vraiment que quelqu'un me l'explique. Alors, d'une certaine manière, amis, nous allons parler un peu de poids tout à l'heure. C'est très intéressant, surtout en comparaison, car comme mentionné avec les moteurs à combustion et tout, mais bien sûr, avec une voiture électrique, il faut aussi traîner le poids de la batterie haute tension. Comparons maintenant l'ID.7. Touré avec la VW Passat hybride rechargeable Break. Pour voir en fait quelle est la différence de poids. Mais maintenant, puisque vous êtes ici chez Carmagnac, nous allons également effectuer une mesure officielle de consommation sur notre piste d'essai maison, où nous mesurons toujours les électriques, ici aussi à 130 km/h. Il atteint 140 en mode entièrement électrique, ce qui est déjà très cool. Mais nous voulons mesurer exactement la même vitesse que d'habitude, à 130 justement. Au fait, il fait 8 degrés à l'extérieur, donc tout cela est encore meilleur vers le haut, donc dans le positif. Faisable en été. Pas le cas maintenant. 8 degrés, c'est ainsi. Le climatiseur est réglé sur 22 degrés tout le temps. Système d'assistance. Nous venions de faire le road trip ID.7 contre EQI contre i5. Et l'ID.7 a marqué beaucoup de points. Il était finalement plus efficace en termes d'efficacité et de charge que ses concurrents, malgré leur prix plus élevé. En matière de système d'assistance, lui, mais aussi aucun autre, ne peut vraiment rivaliser avec le i5. Il dispose de cette conduite sans les mains. C'est vraiment le meilleur score du moment, même mieux que ce que propose Mercedes. Mais si nous regardons simplement la conduite, avec l'assistant de direction, tu vois ici aussi l'affichage précis de la voie, tu as là aussi la voiture voisine. Cependant, il me dit assez tôt, même plus tôt qu'avec l'ID.7, de remettre mes mains sur le volant. Et il a très vite retrouvé, c'est-à-dire en moins d'une seconde, les marquages de maintien de voie. D'accord, je dois maintenant reprendre le contrôle du volant. Il le fait merveilleusement bien, il dirige très bien, et je dirais presque que je ne vois aucune différence avec l'ID.7. Tu as pris la route avec l'ID.7 sur l'autoroute? Non, n'est-ce pas? Si, bien sûr. Tu sens une grande différence par rapport à un tout électrique? Incroyable, n'est-ce pas? Tu n'entends même rien. Maintenant, il faut vraiment savoir, découvrir quelle distance tu peux réellement parcourir sur l'autoroute avec cette voiture. C'est super intéressant pour tous ceux parmi vous là-bas qui ont un hybride rechargeable acheté et savoir vouloir, d'accord? Et comment ça se passe? Je conduis par exemple pas du tout en ville, ça peut être le cas chez vous, mais seulement autoroute et je fais 50 allées, 50 retours, je peux y arriver. Je crois 100 km, ça ne le fait pas, mais le moyen allemand ne pendule pas non plus 100 km. Bien sûr, il y a toujours ces cas extrêmes qui disent « Hey, je fais 140 km aller et retour, 60 aller et retour, je ne sais pas ». Ça existe, mais on ne doit pas le prendre comme référence. Il y a toujours ceux qui nous écrivent dans les commentaires « L'électrique, c'est du n'importe quoi pour moi, je dois faire tant et tant » ou « Je suis pilote et je suis souvent appelé à l'improviste ». Bien sûr, c'est du n'importe quoi pour toi si tu dois filer à 80 km jusqu'à l'aéroport et revenir. On ne parle pas de ça, mais je suis vraiment curieux de voir ce qu'il consomme sur autoroute à cette température à 130 km/h.
Parce qu'avec la plupart des hybrides rechargeables, si tu arrives à faire 30 km sur autoroute, alors tu peux déjà te mettre à applaudir frénétiquement. Tu n'y arrives même pas avec le T7 et compagnie à une telle vitesse. N'oublions pas non plus, nous avons ici aussi une voiture optimisée du point de vue aérodynamique. Nous avons une valeur de CX de 0,25. VW utilise des astuces issues de l'électromobilité, comme par exemple avec des pneus optimisés sur le plan aérodynamique qui apportent 3 km. Puis, bien sûr, la valeur de CX en elle-même. Bien sûr, on peut critiquer qu'est-ce qui est si génial dans l'ID.7 si lui aussi a juste cette valeur de CX. Il a une valeur de CX légèrement meilleure. Hey, franchement, tu ne peux pas te tromper ici. Je dirais même, en fait, pour les représentants, pour les gens qui doivent parcourir de longues distances rapidement, qui n'ont pas le temps de recharger, qui n'ont pas le temps de recharger sur place chez les clients ou ceux qui parcourent de longues distances en vacances comme nous, alors c'est la symbiose parfaite. Là, tu roules bien avec le moteur à combustion, tu fais le plein parce que oui, mais pas souvent. Et tu peux, en ville comme sur l'autoroute, conduire électriquement. C'est vraiment génial. On doit presque l'essayer, n'est-ce pas? Pourriez-vous me guider, s'il vous plaît, vers Ambulam numéro 1, Gévert? D'accord, direction Gévert, vers Ambulam. Numéro 1. Bonne route. Aujourd'hui, j'ai Martin qui a très gentiment et avec soin apporté cette voiture depuis si fort loin. Nous avons tout d'abord pris un petit café chez nous, très agréable, avec Francesco. Ensuite, nous avons offert joyeusement à Martin une tasse avec Ambulam 1. Comme d'habitude, offrir la tasse à un de VW. Bien entendu, pas de planification ici. C'est maintenant sans importance. Mais aussi observer comment cela réagit aux différentes langues. Jusqu'où donc allons-nous donc aller, selon sa prophétie intéressante? En symbiose, encore 430 km. Avec un réservoir pas totalement plein, tu ne peux pas faire ça avec l'ID.7. Je voudrais acheter l'ID.7, mais je peux aussi charger chez moi. C'est là, franchement, le point crucial. Alors, on va voir sa portée. Il faut ajuster la topographie, on aura le résultat. Et puis, évidemment, le résultat final de tout ça, jusqu'où nous sommes arrivés en termes urbains, c'est vraiment très super intéressant. Nous avons déjà parcouru ensemble une distance suffisamment longue, ce qui est absolument fascinant. Alors maintenant, je fonce ici quand tu accélères à un panneau d'arrêt sur l'autoroute, ce qui est rare. Je veux montrer quelque chose, c'est pour les vrais intéressés à acheter cette voiture. Pour fans de voitures électriques, pas surprenant, ni pour conducteurs à combustion, sachant leur vitesse. Mais comment fonctionne réellement la voiture maintenant avec ce e-boost? Nous avons encore 35% de batterie. Et on voit ici, quand cela devient bleu en bas du compteur, cela signifie alors que Liber 140, 150, 60, 70, donc pour un petit moteur de boîte à couture, il se débrouille plutôt bien, donc 220. Donne encore un petit boost, 30, 32, 33, 34, comme ça, freine. Aussi très souverain. Cela fonctionne vraiment comme un véritable diable. C'est justement ce que je veux dire, encore et encore, quand tu conduis une e-tron à 210 sur la voie de gauche, une Passat te klaxonne pour te dépasser. C'est toujours ça le truc. Attention. Oui, vraiment rapide. Oui, et même à haut régime, ça envoie bien. Je le remarque aussi avec le T7 en mode sport, qu'il est vraiment vif pour ses 218 chevaux. C'est vraiment un petit moteur avec 1,5 litres de cylindrée et il est vraiment super stable sur la route, tu le sens? Je ne sais pas. Non, non, il se tient bien sur la route. Donc pour 230, il n'est vraiment pas bruyant, hein. Le point de pression arrive assez tard maintenant sur le frein. Il avance bien et en freinant, tu récupères évidemment beaucoup et tu as de nouveau le boost, même si ta batterie était censée être vide. C'est typiquement le style de conduite des ultramarathoniens qui sont obligés de parcourir de très nombreux kilomètres par jour. Cela n'est ni économique, ni aussi sûr que si tu maintenais une vitesse de croisière de 150. Je souhaitais vraiment vous montrer la vitesse maximale étant de 220 sans ce boost et environ 139-38 si tu ajoutes. Le boost
Mais clairement, ce n'est pas comparable à l'électrique, à la fluidité d'un électrique. Alors, à une vitesse de 180 km/h, conduire donc l'ID 7, vraiment c'est assez fluide. On tourne pas très sûr à 6000 tours par minute. Alors, la nouvelle ID.7 te pousse puissamment par derrière, comme d'autres véhicules électriques. Mais pouvoir rouler vite longtemps, ça, l'électrique ne peut pas le faire comme le plug-in hybride. Alors amis, parlons brièvement du poids. On vient juste d'en parler. Et puis, on va parler d'une autre chose vraiment intéressante. Je suis très curieux de connaître votre avis. Mais tout d'abord, le poids. La Passat hybride rechargeable pèse 1,8 tonnes. En comparaison, le ID.7 Tourer pèse presque 2,3 tonnes. Cela signifie une différence de 500 kg. Je ne veux pas, bien sûr, faire paraître les hybrides rechargeables meilleurs que les électriques, car pour moi, c'est clair ce que je conduis et pourquoi je le conduis, c'est-à-dire électrique. Mais nous savons de quelle individualité nous parlons. Encore une fois, sur la personne qui n'aurait jamais acheté d'électrique. Cette personne inclut probablement aussi le conducteur de cette ID.4 à côté, qui, maintenant, dans une courte conversation, basé sur de mauvais conseils, est mécontent parce qu'on ne lui a, par exemple, pas dit que la puissance de charge, le pic de puissance de charge qui a été communiqué à hauteur de 135 ou avec un nouveau logiciel 170 kW, n'est pas toujours atteint selon le niveau de la batterie, selon la température. Il a dit qu'il est déçu car il ne tire que tant et tant. Oui, ce qu'il ne sait pas, parce que ça ne lui a jamais été expliqué, c'est à quoi ressemble réellement une courbe de charge et par quoi elle est influencée. Cela touche un peu moins directement la voiture, davantage la batterie. Une batterie froide, si vous branchez maintenant le téléphone en Suède à moins 20 degrés, cela ne chargera pas de la même manière que si je le branche maintenant sur un chargeur rapide. Alors, avec conseil médiocre, des insatisfaits pourraient partir, chercher solution meilleure, envisageant de conduire électriquement, car l'idée de base semblait bien là, mais il avait en quelque sorte un soutien. Maintenant, le problème, c'est que, par exemple, la borne de recharge s'est arrêtée. Nous ne savons pas pourquoi, les bornes de recharge ici ne fonctionnent pas en ce moment. C'est un sujet comme ça, avec les hybrides rechargeables, tu finis par dire « bon, je suis pressé ». Malheureusement, ça s'est interrompu. Toutes les bornes ne fonctionnent pas. Je sais, vous êtes déjà venus ici 2 fois. Alors, un problème de réseau électrique est dans le secteur, car il s'est soudain éteint. Je ne crois pas, absolument pas. On voit bien ici, c'est ça le problème. Avec les hybrides rechargeables, tu as au moins une option. Donc, je trouve que c'est un bon pas intermédiaire pour tous ceux qui ne veulent pas subir ça. Je comprends ça quand on cumule souvent ce genre d'expérience. Savoir fonctionner l'électromobilité est essentiel. C'est pourquoi, par exemple, sur les trajets longs, Francesco témoigne pour moi, sans mentir, avec Ionity, jamais de soucis. Sur si borne ne marche pas, j'en prends une. Mais jamais eu de coupure, ni quoi que ce soit, je le fais en route. Et je sais comment ça fonctionne, mais tu dois aussi en savoir beaucoup pour savoir ce que tu ne dois pas faire de travers. Maintenant, pas comme si ça ne marchait pas. J'ai chargé ici avant, pas eu de mauvais moments, vraiment. Maintenant, c'est compliqué si tu es pressé et sors après 20 minutes, peu importe où. Et si tu as le même niveau de batterie après l'avoir branché, tu peux juste repartir, dire « mon Dieu, bon, j'ai encore une voiture à essence ». Tu ne peux pas le faire avec une voiture électrique. Donc, je veux juste souligner qu'il y a certaines situations avec les hybrides rechargeables qui rendent les hybrides rechargeables supérieurs dans certaines circonstances. Et où faire, et ensuite cela pourrait être une bonne solution pour ceux qui peuvent quand même conduire électriquement en milieu urbain. En ce qui concerne le temps de charge, Volkswagen annonce de 10 à 80% en 23 minutes. 80%, c'est assez relatif. Maintenant, voici la question et vous pouvez y répondre dans les commentaires. Pensez-vous qu'une voiture hybride rechargeable devrait pouvoir se recharger aux bornes de recharge rapide? Ou est-ce un invité malvenu parce qu'il bloque la borne pour ceux qui ne peuvent conduire qu'en électrique? Francesco a exprimé l'idée que tout le monde devrait conduire électrique. Si on peut charger à 50 kW en continu, pourquoi pas? Un i3 peut également charger seulement à 50 kW en courant continu, ou un Nissan Leaf, c'est donc la même chose. Seulement, savoir que celui-ci peut aussi rouler avec un moteur à combustion pourrait déranger certains. Mais je suis curieux de voir ce que vous en dites dans les commentaires. Peut-il se tenir près d'une borne rapide ou trouvez-vous cela grotesque? Est-ce correct? Si cela signifie qu'il, éventuellement, fait ses tâches maintenant, électriquement pour des jours et vient ici, car il ne peut pas charger chez lui ou sur l'autoroute, mais consomme moins d'essence car il a encore une batterie pleine. Les 80% mentionnés sont relatifs, car l'autonomie n'est clairement pas comparable à celle d'une véritable voiture électrique. Donc, je recommanderais de charger jusqu'à 100%.
Selon l'indication sur la borne de recharge et aussi dans la voiture, cela prendra 45 minutes, donc complètement plein. Cela fonctionne lorsque vous êtes en route et que vous faites l'arrêt familial obligatoire, ou vous vous arrêtez pour le déjeuner. Alors vous avez ici à nouveau une batterie pleine et vous pouvez continuer votre route avec une faible consommation d'autoroute lorsqu'il roule en mode hybride. Car, en effet, le système de navigation, si vous l'avez activé, dicte, en quelque sorte, comment il répartit la charge de la batterie. Plus le trajet est long, plus il étend naturellement la consommation de la batterie et y recourt moins, alors que si le trajet est court, il peut alors utiliser beaucoup de la batterie pour réduire la consommation énergétique. Alors, très curieux de connaître vos avis, pensez-vous qu'un hybride rechargeable devrait-il se charger rapidement ou pas? Nous n'avons pas enregistré jusqu'au bout la fenêtre de chargement. Vous voyez, l'incrustation car la borne a arrêté de charger bêtement. Pour nous, c'est moins frustrant. Pour le conducteur de l'ID4, c'est bien sûr une sorte de cabriole et pour tous les autres également. Dommage. Maintenant, tournons-nous vers la nouvelle assez réjouissante, ce que cet homme peut vraiment accomplir avec un véhicule électrique. Et c'est franchement très impressionnant, je trouve. Nous arrivons à la partie la plus importante de la vidéo, les amis. Et avant que les amateurs de voitures électriques ne s'émeuvent, pourquoi je filme cette voiture, ou peut-être même comment on peut acheter une telle voiture, essayez vraiment de mettre de côté ces lunettes teintées de rose et maintenant, absorbez et comprenez bien les chiffres suivants, que comme je l'ai dit, l'alternative pour l'acheteur de cette voiture serait le diesel ou l'essence, pas la voiture électrique. Je ne conduirai jamais cette voiture à la place de ma voiture électrique, parce que j'ai un moyen de recharge à domicile. Mais même avec une possibilité de recharge à domicile, après l'avoir testé et avoir évalué sa consommation, il s'avère vraiment très sensé. Si vous parcourez de longues distances au quotidien et devez voyager à l'heure pour des rendez-vous, avec un métier stressant, parcourez des distances pour les vacances, même si je recommande la voiture électrique pour ceux pouvant charger chez eux, mais laissez-moi vous faire savourer ces chiffres-ci. Nous avons conduit cette voiture sur 25 km à travers Munich. Je suis parti de chez moi avec 98%. Les charger toute la nuit. Et 25 km à travers Munich, trafic typique, parfois un peu plus de circulation, parfois un peu le périphérique moyen, et il a consommé 16,8 kWh. C'est déjà une performance exceptionnelle qu'aucun autre véhicule hybride rechargeable n'atteint, que je connaisse, car selon mes informations, un ID7 ne consommerait assurément pas moins que cela. Donc à 8 degrés, c'est une consommation électrique absolument adéquate, que je qualifierais également d'adéquate pour une voiture électrique pure. Cela signifie, à l'inverse, que si tu conduisais uniquement de cette manière, avant que nous prenions l'autoroute et continuions ainsi jusqu'à ce qu'il soit vide, nous aurions facilement atteint 110 km. Pensez maintenant à l'été, ce qui est bien meilleur pour la batterie. Température idéale à 30 degrés. La batterie n'était pas préconditionnée, je ne l'ai pas fait exprès. Nous avions seulement 8 degrés. Cela a eu un impact négatif sur l'ensemble. Donc, jusqu'à ce qu'il soit épuisé, nous aurions pu faire 110 km. Et tu peux vraiment rouler jusqu'à la dernière goutte parce qu'alors le moteur à combustion s'active. Et en ville, lorsque tu t'intègres dans la circulation grâce au tampon, tu as toujours, malgré tout, le démarrage électrique. Cela signifie que tous ces démarrages et arrêts au feu, ça se passe toujours de manière électrique. Cela signifie que tu peux utiliser toute la portée de la batterie, donc 110 km. Je me risque à dire, en été sans problème, 120 km. Et cela avec cette taille de batterie. Il n'est pas grand, ainsi beaucoup d'électriques n'y arrivent même pas. Alors nous avons pris l'autoroute et maintenant vous pouvez voir ici dans l'incrustation notre déroulement de la journée. Nous avons parcouru 89 km jusqu'à la borne de recharge et il nous restait 4 km d'autonomie. Cela signifie que nous aurions pu faire 93 km avant qu'il ne soit complètement déchargé. En 1989, nous avons effectivement roulé, et cela même si cela incluait déjà 40 km sur autoroute. Nous avons aussi mesuré la consommation sur autoroute, parcourant 20 km aller-retour, parfaitement équilibré, à 130 constants. Ce n'est absolument pas l'ami du moteur électrique, nécessitant une vitesse constante plus élevée. Si nous avions donc omis cela, imaginez, nous aurions déjà atteint 93 km. C'est vraiment incroyable. Oui, et maintenant, si nous parlons des coûts pour 100 km, ça devient encore plus prometteur. Ceux qui réfléchissent maintenant au diesel, perçu comme efficace de nos jours, ne devraient pas toujours dire qu'il est excessivement cher et quoi d'autre encore, allez savoir. Donc, en choisissant un diesel moderne, consommer environ 6 litres dans le trafic urbain est parfaitement faisable. Multipliez cela maintenant par les 1,65 €, le prix du litre de diesel, au moins ici à Munich, vous êtes à 9,90 €. Maintenant, écoutez, avec une consommation de 16,8 litres à mon adresse ici à Munich, 29 centimes le kilowattheure d'électricité verte.
cela me coûterait en quelque sorte 16,8 kWh pour 4,80 €. C'est exactement la moitié de ce que coûte le diesel pour 100 km. Mais n'oublions pas, si le moteur à combustion démarre, une fois froid, il consomme plus. Eh bien, avec une autonomie de 110 km, l'Allemand moyen peut se rendre au travail pendant toute une semaine ou pendant 4 jours, tout en faisant ses courses en parallèle, entièrement en électrique. Pour la moitié du prix du diesel pour 100 km. Alors, voici mon bilan sur la nouvelle Passat plug-in hybride. C'est l'un des seuls plug-in hybrides que je recommande actuellement. Je ne recommande plus les véhicules plug-in hybrides. Pour beaucoup, ça a vraiment été une pseudo-technologie. Oui, cette phrase sur le câble type 2, remis après 3 ans de leasing, toujours emballé, ça ne se passera pas ainsi. Si c'est le cas, t'es stupide. Parce qu'avec ça, tu jettes littéralement le double de l'argent par la fenêtre tous les 100 km. Comment avez-vous trouvé ça? Partagez dans les commentaires, je suis curieux de vos avis. Est-ce une option pour vous? Dois-je continuer à tester de telles voitures? Je suis très curieux.